bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la longue attente. Je sais, on a duré, mais c'était justifié parce qu'on revient avec de nouveaux profils très intéressants et poignants. Avant de commencer de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte LPDDT qui va me permettre de construire quelque chose de tellement grand que vous n'en reviendrez pas. Passons maintenant à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je reçois un écrivain et je vous présente ceci. Retour au village. Retour au village, c'est l'œuvre de Danny Fonga et il est aujourd'hui avec moi sur ma chaîne pour parler de ses débuts, pour parler de ses déboires, pour parler de sa passion pour l'écriture. On va le rencontrer et je sens que son profil va vous plaire. Salut Danny. Salut Sorel. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien, merci. Bienvenue sur ma chaîne. Merci, je te remercie pour l'invitation. C'est avec un honneur que je participe à l'émission avec toi aujourd'hui. Voilà, ça me fait plaisir. En tout cas, moi, je suis toujours contente de recevoir les gens qui font les trucs hors du commun. J'ai envie de dire ça comme ça. Oh, le plaisir est partagé, rassure-toi. Bon, est-ce que tu pourrais donc, pour mon public, un peu te présenter de façon brève? Qui est Danny Fonga? Quelles sont tes passions? Et voilà, un peu de ça. Après, on va parler un peu de toi. Ça, je le fais avec plaisir. Bon, voilà, Danny Fonga, c'est moi. C'est un juriste, d'abord, avant tout. Quand même. Ouais, pluridisciplinaire, qui connaît, qui maîtrise des questions fiscales. Juriste des questions fiscales, juriste des questions de droit de la concurrence, notamment des ententes commerciales. Et actuellement, je travaille sur quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus nouveau. Oui. Il s'agit du droit des données, droit des données des technologies de l'information. Bon, voilà pour le profil du monde, pour ce qui est de la formation de Danny Fonga. Ouais. À côté de cela, je suis également écrivain. Parce que comme tu l'as dit tantôt dans ton propos introductif, j'ai commis mon premier ouvrage il y a quelques mois maintenant, Retour au village. C'est ça qui nous intéresse, c'est entre autres la raison de ma présence ici. Ouais. C'est cela, Danny Fonga, c'est un passionné de plusieurs choses sur lesquelles on aura l'occasion de revenir, je pense, le long de cette interview. Et puis, voilà, ça fait quelques années que je réside en Allemagne où je travaille entre autres comme assistant de recherche dans un institut de recherche de la place. Donc, c'est brièvement présenter en quelques mots le profil de Danny Fonga. Mais ton profil là, c'est fort, hein? Tu as utilisé des termes, machin de données, machin de... C'est fort, moi ça me dépasse. Donc, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une formation que tu as faite ici ou que tu as commencé au pays avant de continuer ici, ta formation académique? Ma formation académique, je l'ai commencée au pays et je suis en train de la continuer ici. Donc, c'est quelque chose qui a débuté depuis le Cameroun et qui se poursuit actuellement en Allemagne. D'accord. En tout cas, intéressant. Je pense que toutes les personnes qui nous écouteront vont se rendre compte à quel point ton profil est intéressant. Tes passions, quelles sont tes passions, Danny? Mes passions, voilà, je vais dire quoi. Je suis né dans une maison de footballeurs. Donc, je vais dire que le ballon, je l'ai rencontré, je l'ai eu dans le lit. Du coup, c'est quelque chose de normal. Donc, le football, c'est ma première passion. C'est ma plus grande passion même d'ailleurs. J'ai pendant plusieurs années rêvé d'en faire mon métier. Jusqu'à ce point? Jusqu'à ce point. Tu voulais être un Samuel Eto'o? Jusqu'à ce point. Je voulais être au-delà de Samuel Eto'o même. Donc, ça s'est fait comme ça. Mais bon, les choses ne se sont pas faites. Oui, je me retrouve dans les livres parce que, voilà, je l'ai dit, le football, c'est ma plus grande passion, mais ce n'est pas mon unique passion. Parce qu'à côté de ça, il y a une autre passion que je nourris intensément, c'est la lecture. J'aime tellement lire, j'aime me plonger, j'aime voyager, j'aime nager à travers les livres. Et à côté de cela, il y a la fiscalité aussi qui me passionne. C'est contrairement aux autres, bon, au foot avec lequel je suis né, la lecture que j'ai découverte pendant mes années de jeunesse et la fiscalité, elle, je vais dire que c'est la dernière venue dans la maison. Et voilà, c'est depuis notre rencontre à l'université, c'est un thème qui me fascine, c'est un thème auquel j'aime bien toucher. Et puis bon, voilà, je vais dire c'est ça mes grandes passions. Surtout dans les temps qui courent, entrepreneuriat, entreprise et tout, c'est vrai que c'est un bon atout de maîtriser la fiscalité et tout ça. Hein. C'est un volet qu'on a tendance à beaucoup négliger à tort. C'est le constat que moi aussi j'ai fait à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à la question parce que bon voilà, une entreprise qui ne maîtrise pas sa fiscalité, elle est d'emblée condamnée. Elle est d'emblée condamnée parce que bon voilà, c'est des considérations sur lesquelles on n'aura peut-être pas l'occasion de revenir aujourd'hui, peut-être une autre fois. Mais bon, ça c'est quelque chose de très important déjà. Il faut connaître l'environnement fiscal dans lequel on évolue, il faut maîtriser sa fiscalité.
Voilà, Daniel, comme tu l'as constaté, moi je t'ai accueilli dans une ambiance un peu plus free, on sort un peu des bâtiments, on est dans la nature parce que je sais que tu es un artiste. J'aimerais savoir quand est-ce que tu as fait ta rencontre avec la littérature? Est-ce que tu peux, pendant qu'on va un peu s'asseoir là, pendant quelques minutes, me raconter quand est-ce que tu fais ta rencontre avec la littérature? Bien sûr. Je rencontre la littérature parce que je suis en train de fuir. Bon, on va se demander qu'est-ce que tu es en train de fuir. C'est quoi? C'est une question logique. Voilà, pendant mes années d'école primaire, mon papa avait pris l'habitude de nous préparer. Il avait pris l'habitude de nous exercer aux dictées et autres. Oui. Et comment on sait comment ça se passait? Il y avait des dictées préparées. Vous devriez réviser la dictée en attendant qu'on vous la fasse. Mais moi, c'était un exercice auquel je n'aimais pas du tout me prêter. Je détestais cela. Alors, pour m'échapper, qu'est-ce que je faisais? Je choisissais à la place de lire. Il avait toute une collection de bandes dessinées à la maison. Donc, moi, je prenais ces bandes dessinées et c'est comme ça que je préparais mes dictées en lisant. Et au fil du temps, je me suis donc rendu compte que voilà, j'ai fait le tour de toutes les bandes dessinées qui étaient à la maison et parfois même, je lisais une même bande 4, 5, 6 voire 10 fois. C'est comme ça que voilà, je souffle dans mon papa, il faut de nouveaux livres, il faut ci, il faut ça. Et puis, les choses se sont faites. Il a commencé à en acheter encore parce qu'il ne le faisait plus depuis longtemps. Il a commencé à en acheter et c'est comme ça que voilà, je me plonge et je ne me suis plus jamais défait des écrits. Je ne me suis plus jamais défait de la lecture et tout ce qui va avec. Donc, une fois donc au lycée, et à l'université, il y a, on rentre dans les styles, on rentre dans la poésie, on rentre dans le roman, ça devient un peu plus concret. Ça devient, on rentre dans une autre atmosphère, tu vois, on rentre dans une autre atmosphère et c'est là que voilà, tu te dis, ça, c'est quelque chose. Ça, ce n'est pas seulement des mots, ça va bien plus au-delà. Et puis, c'est comme ça que je me retrouve à tombes amoureux littéralement. Exactement. Ok, mais pourquoi l'écriture? Comment est-ce que tu passes d'un lecteur acharné à quelqu'un qui a envie d'écrire ou bien de commettre lui-même ses propres œuvres? Voilà. Ce que je tiens à dire déjà, c'est que Retour au village est la première œuvre que j'ai commise, mais ce n'est pas ma première tentative d'écriture. Ah d'accord, voilà. Ok. Donc, peut-être on pourrait reformuler la question, pourquoi décider maintenant de te dévoiler au public? Parce que bien avant Retour au village, j'ai eu à rédiger, que ce été au lycée ou bien pendant les années d'université. Mais voilà, tout ce que j'écrivais, je ne le trahissais qu'à un cercle bien limité de personnes. À chaque fois, on me disait, essaye de faire découvrir à plus de monde. Et je disais toujours, non, voilà, c'est pas l'objectif. J'écris parce que j'aime le faire. À chaque fois que je ressens l'envie, le besoin de le faire, je le fais. Et puis, le partager avec vous, mes proches, pour moi, c'est largement suffisant. Ok. Bon, ça m'amène à te demander quand est-ce que tu as su que tu voulais passer de celui qui écrit pour se faire plaisir à celui qui veut faire découvrir à un plus grand public ses œuvres. Comment est-ce que tu fais cette transition-là? Je pense que mon environnement y a été pour beaucoup, mes amis, ma famille, parce qu'au fur et à mesure que je multipliais les ouvrages, que je multipliais mes œuvres, mes productions écrites, ils m'ont dit, bon voilà, il faut vraiment y penser. C'est la possibilité pour toi aussi de te faire connaître. C'est la possibilité pour toi aussi de faire connaître tes idées. Et avec Retour au village, je me suis dit, bon voilà, cette fois, ce ne sont pas juste quelques lignes que tu rédiges, ce n'est pas 10 pages que tu rédiges, tu comptes aller au-delà. Et je pense que maintenant, c'est la première œuvre de cette envergure, de ce volume-là. Et je me suis dit, bon voilà, à partir d'ici, il faudrait quand même que tu franchisses un cap. Il faudrait quand même que tu ailles au-delà de ton cercle habituel et puis que tu t'ouvres. Ok. Là, on est en quelle année? Là, approximativement, nous sommes en 2000, je vais dire fin 2020. D'accord, d'accord. Et l'idée maintenant de Retour au village, parce que tu décides d'appeler ton ouvrage Retour au village, d'où est-ce qu'elle vient? Où est-ce que tu sors ce titre même là? Parce que mon frère, quand on lit Retour au village, on se dit ok, qu'est-ce que le gars veut nous dire? Qu'on doit retourner. Il dit même pas retour au pays, il dit même pas retour en Afrique, il dit même pas retour dans les racines, I don't know, mais il dit retour au village. Donc il y a une accentuation sur
enfin, le lieu, tu vois, le village. Et on imagine tradition, on imagine, I don't know, but what, pourquoi? Pourquoi? Je vais dire, j'aurais pu bien dire, comme tu l'as mentionné, retour au pays, retour au village et tout. Mais le pays, dans le contexte africain, le pays est une construction. Le village n'en est pas forcément une. Bon, okay. Le village, dans sa conception géographique, oui, en est peut-être une, ouais, mais le village, dans sa conception sociologique, n'en est pas une. Ça veut dire que nous avons pris l'habitude de dire chez nous, voilà, le village, c'est le seul endroit qui ne peut pas te rejeter, quel que soit le lieu où tu te retrouves. Si tu te sens perdu, il faut que tu rentres au village. C'est voilà, vrai, même quand on est en ville, c'est voilà, vrai. Ça veut donc dire que, au-delà de s'identifier au pays, je pense, j'ai la conviction que les Africains s'identifient d'abord au lieu d'où ils viennent. Et le lieu d'où ils viennent, ce n'est pas forcément leur pays, c'est d'abord et avant tout leur village. C'est pour dire que c'est... c'est vrai aussi. Voilà. Donc déjà par le titre, c'est une invitation qui est faite à tous les lecteurs de se dire, bon voilà, même si je retourne au pays, dans le sens africain du terme, oui, quel est mon pays? Quel est mon pays? Moi, mon pays, c'est mon village. C'est mon village. Donc, c'est pourquoi je me dis, ok, je vais caler sur ce titre-là. D'accord. Et c'est une grande aventure. Le livre est un voyage. Oui. Et le voyage devra nous mener à cet endroit-là, justement, cet havre de paix auquel nous pourrons nous identifier, quelles que soient les circonstances. Et cet havre de paix, pour un Africain, c'est son village. C'est ce qui justifie le titre « Retour au village ». D'accord. Non, en fait, c'est que quand tu expliques, c'est toujours bien d'entendre l'auteur de quelque chose parler de ce qu'il a fait et raconter les différents événements qui ont conduit à ce choix ou bien cette décision ou ce titre, dans notre cas présent, qui nous amène à cette œuvre-là. Ça fait un truc. Et on se dit, ok, bon. Si j'achète, voici un lecteur, enfin un friand de lecture ou bien un amateur même de lecture qui a envie d'acheter une œuvre littéraire, pourquoi est-ce qu'il choisirait Retour au village? Quelle est l'histoire? Enfin, tu dis que c'est un voyage, ok. Tu voyages dedans, est-ce que tu peux nous teaser un peu? Qu'est-ce qui fait que lui qui m'écoute, il doit aller acheter Retour au village? Qu'est-ce qui fait que celui qui nous écoute doit aller acheter Retour au village? D'abord, dans la littérature telle que je la fais, telle que plusieurs autres personnes la font, il ne s'agit pas, Retour au village n'est pas un ouvrage spécialisé. Retour au village n'est pas un livre de sciences que vous ouvrez. Tu peux continuer à parler. Ouais, Retour au village n'est pas un livre de sciences où vous trouverez la réponse à la question 1 plus 1 égale combien. Retour au village, c'est un roman. Et le roman est un art. Ça veut dire que toute personne qui est à la recherche d'un ouvrage, oui, je pourrais lui reconseiller Retour au village parce que le lecteur d'abord est par définition curieux. Le lecteur est un gourmand. Mais un gourmand qui ne connaît jamais la satisfaction. Ça veut dire que, quel que soit le nombre de romans, le nombre de pages que vous aurez tourné, vous resterez toujours sur votre faim. Une fois que vous avez achevé un ouvrage, la question c'est, quel sera le prochain? Donc, oui, soyez curieux et dites-vous que, bon voilà, il est ici question d'un auteur, d'un novice, parce que c'est ce que je suis. Ouais, voilà, il est ici question d'un novice, et puis, est-ce que je peux lui accorder un peu de crédit? Est-ce que je vais me dire, voilà, je me plonge dans son ouvrage, je vais voir de quoi il s'agit, je vais découvrir la façon dont il rédige, je vais essayer de me poser quels sont les problèmes auxquels il s'attaque et tout, parce que c'est aussi de cela qu'il est question. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est aussi de cela qu'il est question. Bon, maintenant, s'il faut te teaser un peu, s'il faut dire, bon voilà, ce dont parle Retour au village, je vais donner un petit indice. Je vais juste vous dire que quand on lit et qu'on voit Retour au village, on se dit, bon voilà, c'est l'histoire de celui-là, je vais utiliser le terme qui désigne parfois les personnes qui ont fait leur vie en Europe. Ouais. C'est l'histoire du benguiste qui se dit, bon voilà, je n'ai plus rien à faire en Beng, okay, et qui plie bagage, qui rentre au pays. À toutes les personnes qui voient le titre sous cette mouture-là, je dis, voilà, prenez le livre et vous serez très surpris. Okay. Et agréablement surpris par ce que vous lirez. Super. De toute façon, en barre de description de cette vidéo, je mettrai le lien qui ramène à l'achat de son livre. Bon, Dany,
On a encore un peu changé de décor, toujours pour continuer à discuter dans une ambiance vraiment très voilà, légère et tout et tout. Là, tu as donc commis ton œuvre et puis tu as écrit sur Retour au village. Comment est-ce que le livre a été accueilli par ta famille, premièrement, et par le public camerounais, parce qu'on connaît. Notre public, là, on est un peu difficile. Donc, du coup, j'aimerais savoir comment est-ce que ça a été accueilli par ta famille et par le public. L'accueil par la famille a été très enthousiaste parce que voilà, je vais dire que pour eux, ce n'était pas une surprise du tout. Ma famille m'accompagne pratiquement dans toutes les étapes de ce que j'entreprends, de ce que je fais. Donc, dès le début de la rédaction de l'ouvrage et dès que la décision avait même été prise de l'éditer, voilà, la famille était au courant, tu vois. Mais maintenant, c'est quand est-ce que l'ouvrage sera sur le marché? Personne n'avait la réponse à la question. Ça, je l'ai gardé pour moi. Ça, je l'ai gardé pour moi. Et puis, je leur ai fait la petite surprise. Je leur ai dit, bon voilà, il est sorti. Voilà ce à quoi ça ressemble. Et l'accueil a été vraiment, vraiment enthousiaste. Ils m'ont encouragé comme ils pouvaient. Et maintenant, pour ce qui est du public, bon, parce que voilà, dans la famille, c'est la famille du sang et les proches aussi. De nombreux amis, de mes nombreux amis. Pour ce qui est du public camerounais, ce n'est pas évident, c'est un accueil assez mitigé et c'est ce que je comprends. Je comprends parce que voilà. Tu t'y attendais même un peu. Il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. Il faut être réaliste. Voilà, il faut être réaliste. Je m'y attendais, mais je vais dire quoi? Je vais dire que jusqu'à présent, même si ce n'est pas encore au niveau qu'on l'espérait, même si ce n'est pas encore le summum, c'est plutôt bien, ça avance plutôt bien. Je suis content de ce qui a été fait jusqu'ici, je suis content du niveau où j'en suis. Et je me dis, voilà, avec le temps, les choses continueront de se faire progressivement. Et voilà. Et surtout, j'ai envie de dire, il y a quand même des opportunités qui commencent à se créer avec des festivals, des endroits où on peut, comme dernièrement, je crois que on était au Mboa Festival ensemble et je pense que ça t'a encore donné un certain push. Bien évidemment, bien évidemment. Les occasions comme celle-là, vraiment, on ne peut que les encourager, les féliciter parce que voilà, c'est la première rencontre du genre en Allemagne. Et uniquement axée sur l'art et sur ce que font les artistes, sur les problèmes auxquels ils sont confrontés. C'est magnifique. Et puis, c'est l'occasion pour nous aussi de nous rencontrer, d'échanger parce que toi, personnellement, c'est dans le cadre du Mboa Festival que toi et moi nous sommes rencontrés. Big up Fabrice Tenembot. Big up à Fabrice Tenembot. Big up à Fabrice Tenembot. Donc, c'est ça, c'est magnifique et les choses sont en train de se concrétiser. Donc. Super, super, super. Maintenant, parle-nous des défis. Bon, ça, c'était déjà quand même un défi, j'ai envie de dire, mais les défis auxquels tu as fait face pendant l'édition, par exemple, du livre, et là, maintenant, pendant le moment marketing et distribution du livre. Quels sont ces défis-là? D'accord. Si on doit commencer au stade de l'édition, ce qu'il faudrait qu'on comprenne, c'est que, voilà, les maisons d'édition ont des exigences diverses et multiples. Ça veut dire que tu peux terminer un ouvrage comme Retour au village et tu te dis, bon, voilà, je vais l'envoyer à XY maison d'édition. La maison d'édition X reçoit et te dit, bon voilà, oui monsieur, votre manuscrit correspond aux exigences des ouvrages que nous publions. Et l'autre maison te dit, non, ça ne correspond pas. Une autre maison te dit, non, nous ne publions pas, nous n'étudions même pas des manuscrits de moins de 75 000 mots. Une autre te dit, bon voilà, et ainsi de suite. Donc les exigences sont tellement diverses qu'à un certain moment, il faudrait déjà savoir, bon, quelque part même, il faudrait te dire, une fois que tu as défini le genre de ton ouvrage, je veux rédiger un roman, je veux faire un recueil de poèmes, je veux faire une nouvelle, je veux faire un essai, ainsi de suite, tu te dis, ok, comment je vais le publier? Tu fais une sélection des maisons d'édition, quelles sont les exigences de chaque maison d'édition. C'est vrai que tu ne peux pas déposer dans toutes les maisons, mais c'est un travail préalable auquel moi je n'avais pas pensé. Et sûrement parce voilà. que tu es aussi voilà, novice, comme tu l'as dit. Justement, moi j'étais novice, j'étais dans l'enthousiasme de l'écriture. J'étais dans l'enthousiasme et je me suis dit, voilà, je vais écrire de toutes les façons. Pour un premier ouvrage, c'est conséquent, c'est pas quelque chose de négligeable. Donc, je devrais trouver une maison d'édition. Bon, voilà. Pendant donc que je cherchais une maison d'édition, il y avait beaucoup de retours positifs. Il y avait beaucoup de retours positifs. Et à un moment aussi, tu te dis, bon voilà, chaque retour positif que tu as, ça te donne du baume au cœur. Ça te donne un regain. Tu te dis, je n'ai rien fait de faux, je n'ai rien fait qui n'ait pas de valeur. Et puis, tu continues de chercher. Bon voilà, ça s'est fait. Et à la fin, avec encore, suite à une discussion avec Fabrice Tenembot, que nous avons mentionné tout à l'heure, je décide donc de travailler avec Librinova
Et les choses se font naturellement jusqu'à l'impression de l'ouvrage que tu as en main. Je dois dire que je suis plutôt satisfait du travail qui a été fait. Oui. Donc ça, c'était pour l'édition. À la suite de l'édition, il te faut vendre. Bien parce que c'est évidemment, un produit que tu es en train de mettre sur le marché. Donc maintenant, le gros souci auquel on fait face dans la communauté, c'est le souci de crédibilité. Ouais. La crédibilité dans la mesure où tu es quelqu'un qu'on ne connaît forcément pas. Alors, tout le monde se dit, celui-là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il vient avec quoi? Ils sont un peu réticents. Ils sont au-delà du scepticisme, parce que le scepticisme, c'est juste un doute. Ils sont réticents. Oui. Ils se disent, bon voilà, vu que lui, on ne le connaît pas, même un petit peu de confiance, on ne va pas lui accorder. C'est vrai que dans le monde aujourd'hui, qui est le monde de l'influence, des réseaux sociaux, c'est toujours mieux d'être une grande influenceuse ou un grand influenceur. Et après, tu sors une œuvre, et puis les gens accourent pour acheter. Par rapport à quand tu es un peu un no-name, et du jour au lendemain, tu dis je veux commettre, je vais rédiger. Exactement, c'est comme ça. Donc, il y a cette difficulté. Quand tu n'as pas ce nom-là, on se dit, bon voilà, lui on ne le connaît pas et tout. C'est assez difficile d'approcher les gens et que les gens te fassent confiance, tu vois. Mais il y a aussi le problème de la culture de la lecture. Parce que comme tu l'as dit, avec les réseaux sociaux et tout le reste, aujourd'hui, on est beaucoup plus penché vers ce qui est animé. On est beaucoup plus penché vers les vidéos, regarder les vidéos et tout. Très peu de personnes prennent encore le temps de s'asseoir et savourer un livre. Parce que pour moi, on ne fait pas que lire, on savoure. Très peu de personnes prennent le temps de le faire, malheureusement. Mais il y a encore des personnes qui sont encouragées à féliciter. Mais quel que soit l'endroit où elles se trouvent, je pense qu'on finira bien par les dénicher. Et elles prendront aussi... elles prendront conscience de tout ce qu'on a pris la peine de mettre sur papier. Ok, super. Bon, maintenant, dis-nous, où est-ce qu'on trouve le livre et à combien est-ce qu'il se vend? Retour au village, il est vendu à seulement 14,90 € et vous pouvez le trouver aussi bien sur Amazon, sur la FNAC que sur le site de notre éditeur Librinova. Pour tous ceux-là qui sont beaucoup plus digitales, c'est-à-dire que ceux qui sont pour les e-books, on a également pensé à vous. Sur les mêmes plateformes, vous avez l'ouvrage. Vous avez également la possibilité de me contacter directement, moi l'auteur, pour obtenir un exemplaire de votre ouvrage dédicacé. Comme le mien. Voilà, exactement. C'est pas la blague. Exactement, c'est ça. Il y a les grands textes dedans, il ne va pas vous lire ça. N'est-ce pas un problème? Ok, super. On va mettre les liens là en barre de description. Moi, j'aimerais savoir si je suis aspirante écrivaine et j'ai envie de me lancer dans l'écriture. Quel est le premier conseil ou bien j'ai envie de dire l'unique conseil que tu as envie de me donner? L'unique conseil que je vais te donner, c'est ne rêve pas. Ne te dis pas que voilà, tu vas encaisser des millions. Sois ambitieux, mais réaliste. Ok. Ouais. S'il faut te donner un seul conseil, c'est celui-là que je te donnerai. Ok, d'accord. On va aussi poser la dernière question de mon interview, qui est une question phare. Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans n'importe quelle activité, mais qui se retient par peur, par frustration, par manque de motivation? Pendant ce temps, je te prépare un petit quelque chose. Oui, la peur, l'hésitation, lorsqu'on commence quelque chose de nouveau, c'est normal. C'est une peur qu'on comprend, c'est une peur légitime, c'est une peur logique. Mais maintenant, est-ce que la peur là doit nous empêcher de nous lancer? C'est non. Et la réponse, on la trouve au fond de nous-mêmes. Donc il faudrait que la personne qui veut débuter quelque chose de nouveau, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat par exemple, soit capable de se dire, je vais dans un environnement qui m'est inconnu, je décide de faire le grand saut et malgré toutes les peurs que je peux avoir, parce que c'est la décision que j'ai prise, parce que c'est mon choix, je vais tout de même y aller. Tant qu'on n'a pas fait, tant qu'on n'a pas franchi ce pas-là, on ne saura jamais si on aurait réussi ou pas. Donc, il est très important de se faire sa propre expérience et il est même important d'échouer. Il est même important de commettre des fautes. Je vais dire que peut-être je vais un peu je vais m'étendre un peu, mais voilà, on a aussi un problème avec la faute dans notre culture. Moi, j'ai pris l'habitude de dire, on veut que tout soit parfait, on veut que tout soit bien fait, parfois même au premier coup. Et ça fait que voilà, on passe à côté de certaines choses, on passe à côté de certaines expériences de la vie. Échouer, ça fait partie de la vie. Échouer, ça fait partie du processus d'apprentissage. C'est une étape très importante. Et si on a peur parce qu'on ne veut pas échouer, alors on n'entreprendra jamais rien. La phrase là est mot, hein. Non mais...
Franchement, merci pour ces mots. Je pense que ça en touchera vraiment pas mal. Et c'est des choses qu'on aime entendre sur ce plateau parce qu'on pense aussi que ce genre de vidéo sert à motiver les gens à sortir de leur zone de confort et à essayer des choses que peut-être ils n'auraient pas essayé s'ils n'avaient pas écouté ta vidéo. Donc vraiment, ça fait plaisir. Maintenant, on va faire un petit jeu. Avant que tu ne sortes, on te fait sortir de l'émission dans une bonne vibe. Je joue avec plaisir. Ok, donc ça s'appelle Person of Interest. Donc c'est une sorte de devinette en charade. C'est un personnage de la communauté camerounaise que tu es censé deviner, enfin connaître. Si tu ne le connais pas, ce que tu es vraiment... I don't know. La personne va mal le prendre peut-être. Donc on commence. Écoute bien. D'accord. Je suis plusieurs personnes. La majorité de mon travail est sur Instagram. Dans mon nom se cache le but de ma présence sur les réseaux sociaux. Je poste, je reposte, je mets en lumière, je soutiens et je partage uniquement le contenu de ma communauté. Je suis en Allemagne et mon compte porte les couleurs de mon drapeau. Qui suis-je? Oh, ça c'est une très belle question. C'est une très belle question. Pourquoi? Parce que voilà, je suis malheureusement pas très actif sur les réseaux sociaux, mais je pense quand même avoir une petite idée de... N'est-ce pas? Bien sûr. Je pense quand même... Tu veux que je redise? Oh non, non, tu n'as pas besoin de redire. Parce que s'il faut redire, c'est le même texte que tu vas lire, n'est-ce pas? C'est le même texte que tu vas lire. Alors, je vais miser sur Cameroun Germania. Waouh, applaudissez pour lui, il a trouvé. Non, c'est trop bien ça, c'est trop bien ça. Ok, d'accord, super. La deuxième question, c'est quelle est donc la personne de la communauté que tu aimerais voir sur ma chaîne? La personne de la communauté que j'aimerais voir. Voilà, c'est une très belle rencontre que j'ai faite dans le cadre du Mboa Festival parce que bon, toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant le Mboa Festival sont des personnes magnifiques. Ouais. Voilà. Et c'est une consoeur. Elle est autrice aussi. Oui. Je crois que je vois déjà des voilà, tu as déjà une idée, mais tu ne sais pas. Okay. J'ai adoré son ouvrage que j'ai lu. Alors, je vais fixer la caméra et je vais dire Inoni de Mika, tu as attendu sur le plateau des petits débats de Téflon. D'accord. En tout cas, je sens que la vidéo, si la partie si seulement, on va faire tout jusqu'à ça va arriver à ses oreilles. Et puis, on va essayer d'organiser ça. On va essayer d'organiser ça. Super. La dernière chose que je vais te demander de faire, mais ça, ce sera en off. On va se séparer ici. Ça, c'est le livre d'or des petits débats de Téflon. Et tu auras quelques minutes. Tu prends un coin, tu prends un stylo. Tu écris quelques mots que tu as envie de me laisser. Tu vois, comme tu es passé sur mon plateau, tu as un peu connu ma team là. Tu dis un peu ce que tu ressens. Comme tu es même un écrivain, vraiment. Je crois que je ne peux pas te donner un meilleur exercice. En tout cas, Dany Fonga, ça m'a fait énormément plaisir de te recevoir sur mon plateau. Merci pour ce que tu fais pour la communauté. Merci de rêver et de nous apprendre à rêver. Merci d'être venu et d'avoir partagé ton expérience avec nous sur ce plateau. J'espère que les téléspectateurs seront aussi touchés que je l'ai été. Et j'espère que tu pourras briller encore plus grâce à ton art. Merci Sorel. Vraiment, déjà, c'est à moi de te remercier pour l'invitation. C'est avec un plaisir que je me suis prêté au jeu. Et c'était un exercice que je renouvellerai n'importe quand. Alors, merci pour les mots d'encouragement que tu m'as adressés. Moi aussi, je tiens à t'encourager pour ce que tu fais. Je tiens à te féliciter. Merci. Comme on l'a dit, on s'est rencontrés dans le cadre du Mboa Festival. Et puis, depuis lors, les choses se sont faites. Les choses vont tellement vite. Donc, à toutes les personnes qui nous écoutent, à toutes les personnes qui sont abonnées à ta chaîne, merci pour les encouragements sans cesse. Merci pour les encouragements incessants. Et beaucoup de courage à nous dans ce que nous faisons. Courage à nous, vraiment. Merci. Merci Sorel. Ciao les gens. Ciao. On se voit. Cap, la jungle, cap, la jungle, la jungle, la jungle, la jungle, la jungle, la jungle, la jungle.